Tu as les genoux dans la poussière froide d'une yourte qui sent la peau de cheval humide, la laine rance et la fumée âcre. La nuit s'est collée au ciel comme une plaie noire, et dehors, un village brûle. Peut-être le tien, peut-être un autre, qu'importe. Les flammes lèchent la steppe et la cendre pique la gorge. Tes poignets ligotés te font mal. La corde râpe la peau, et chaque battement de ton cœur résonne si fort que tu jurerais que les hommes, dehors, peuvent l'entendre. Un roulement de sabots passe, fait vibrer la terre, puis des voix gutturales, brèves, tranchantes, perçant le vacarme des feux. L'ombre se découpe dans l'ouverture de la tente, large, irrévocable. Le pan de feutre se soulève et l'air glacé s'engouffre avec la présence d'un homme. Tu ne l'as jamais vu, mais tu sais qui il est. Tout le monde le sait, des pâturages du Gobi aux murailles de la dynastie Jin, Gengis Khan. Il ne parle pas. Son simple silence occupe l'espace comme une tempête qui rentre dans une pièce. Et tu comprends, avec une nausée soudaine, que tu n'es pas ici par hasard. Tu es un butin, un présent de guerre, un gage d'obéissance. La vérité pèse plus lourd que les cordes. Ce que les chroniques aiment raconter, charges de cavalerie, villes renversées comme des jouets, routes de la soie mises au pas, a une face cachée. Elle tient dans des tentes comme celle-ci, dans des regards qui n'osent pas monter, dans des silences si lourds qu'ils vous brisent le dos. Elle tient dans les femmes. Des centaines, des milliers, prises à Xixia, le royaume Tangout, au Khwarezm, chez les djinns, dans les steppes Kipchaks, dispersées, offertes, échangées, silencieuses. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir au début, à l'enfant d'un clan, dans une yourte battue par le vent. Temujin naît vers 1162 sur les rives de l'Onon, fils de Yisugei, chef mineur des Borjigin, et de Elun, que d'autres transcrivent Oelun, elle-même enlevée jadis aux Merkites. Les translittérations varient selon les sources, les sons mongols ne se laissent pas toujours dompter par nos alphabets, et les dates exactes changent parfois d'un chroniqueur à l'autre. Mais l'essentiel est là. Par 1171, Temujin n'a que 9 ans quand son père est empoisonné par des Tatars rivaux. Le clan les abandonne. Elun nourrit les enfants de racines, de petits gibiers, de ce que la steppe veut bien laisser prendre. C'est une école rude, tout s'y apprend avec la faim au ventre. Plus tard, Burt, l'épouse promise, sera enlevée par les Merkites, 1181. Temujin la ramène avec l'aide de Togrul, chef Kéreit, que les sources persanes appellent Wang Khan, et de son compagnon d'armes Jamukha. Burt revient enceinte. Joshi naît en 1182. Temujin l'accepte comme son fils, mais la rumeur ne désarme pas. Cette blessure intime, le doute dans la famille, la fragilité du lien, s'ajoutent aux blessures politiques. Dans la steppe, le pouvoir tient à la fidélité des hommes et aux alliances scellées par les femmes. À force d'allégeances gagnées, d'ennemis défaits, y compris son demi-frère Bekter, qui l'abat lors d'un conflit domestique, de tribus soumises, Naïman, Tatars, Merkites, Temujin est proclamé en 1206 Gengis Khan, souverain universel. C'est le moment où l'histoire bascule. Une machine de guerre naît, mais aussi une architecture de contrôle. Mariage, concubinage, ordo, ces palais mobiles, qui sont autant de foyers politiques, tout sert à tisser, fibre par fibre, l'empire mongol. Gengis Khan a 4 épouses principales, Burt, Kulan, Yesugen et Yesui. Chacune administre sa maison, ses troupeaux, ses gens. Chacune tient aussi un pan de la politique, de la diplomatie des cadeaux à l'arbitrage des querelles. Autour, un vaste harem. Les chiffres oscillent selon les auteurs. Certains avancent l'idée de 500 femmes au total, quand d'autres, plus prudents, ne reconnaissent qu'une quarantaine de noms officiellement consignés. Ici, la méthode s'impose. Les listes mongoles sont lacunaires. Les chroniqueurs persans et chinois, eux, écrivent souvent à distance, parfois avec des objectifs propres. Justifier une défaite, noircir l'ennemi, exalter la ruse. Retenons une chose. Au cœur du système, les femmes sont un levier politique autant qu'un objet de désir. Dehors, cette nuit, le camp respire comme une bête gigantesque. Le fer cliquette, la graisse crépite, les rires roulent avec l'ivresse du coumisse. Ce lait de jument fermenté qui chauffe les joues après la victoire. Tu n'es pas seul dans la yourte. D'autres femmes se regroupent, les joues sillonnées de suie, l'œil fuyant, comme des bêtes traquées,
dirait un scribe, sans comprendre qu'il décrit des êtres humains qui tentent de tenir debout. Certaines parlent de s'échapper, mais la steppe est une mer, et les cavaliers mongols en sont les requins. D'autres chuchotent l'âpre science de la survie. Observer, plier, dissimuler, vivre. Le garde à la balafre, une cicatrice qui court de la tempe au menton, revient, désigne l'une d'entre vous, l'arrache du groupe. Un couinement étouffé se perd dans le grondement du camp. Tu veux crier, ton corps ne bouge pas. Ce n'est pas qu'une histoire de bataille, c'est une histoire d'emprise. Dans l'empire de Gengis Khan, de 1206 à sa mort en 1227, l'ordonnancement du monde passe par la redistribution des personnes. Les épouses principales tiennent rang, les concubines, souvent filles de princes vaincus, offertes en gage de paix, vivent dans une cage dorée. Les esclaves servent, transportés, échangés, vendus. Les chroniques persanes d'Atamalik Juvaini, qui servit les Mongols, évoquent des marchés où des femmes sont négociées comme du bétail, payées en chevaux, en lingots, en étoffes. Rachid al-Din, au siècle suivant, confirme le rôle de ces captives dans l'économie du butin. Est-ce exagéré? Les chiffres manquent, mais la convergence des témoignages, persans, chinois, plus tard latins, suggère un usage systémique. L'Empire incorpore ce qu'il conquiert, et les femmes en sont les premières matrices. Mais un détail change tout. Cette emprise n'est pas que la somme des violences individuelles, elle est organisée. La garde d'élite, le Keshig, jusqu'à 10 000 hommes, veille sur les mouvements du souverain, gère son intimité comme on gère une frontière. Les ordos sont des pôles de pouvoir. La nuit, Gengis passe de tente en tente, non par caprice seulement, mais pour irriguer l'alliance, soudée par le sang, faire que son lignage devienne la trame invisible de l'Empire. Les généalogistes modernes parlent d'un cluster du chromosome X attribuable à une ascendance commune remontant au XIIIe siècle. Une étude de 2003 a estimé qu'environ 8% des hommes vivant dans l'ancien périmètre de l'Empire mongol, près de 16 millions, portent un marqueur qui pourrait être lié à Gengis ou à ses fils. Ici encore, précision méthodologique. Le lien est probabiliste, la transmission patrilinéaire plausible, l'interprétation reste discutée. Mais l'idée dit quelque chose de la stratégie biologique du pouvoir. Tu marches maintenant, tiré hors de la yourte, les chevilles lourdes, l'air glacé te mord la bouche. Le camp s'ouvre, une mer de tentes, des silhouettes qui vont et viennent, des pics dressés comme des herbes métalliques. On t'introduit dans une yourte plus grande, l'odeur change. Fourrure, graisse, encens. Gengis est assis, bas, les mains posées sur les genoux. Il regarde un plan grossier où les montagnes ressemblent à des os et les fleuves à des veines. Ses traits sont taillés au couteau, dans sa tresse grisonne une lumière d'acier. Il prononce quelques mots, tu ne les comprends pas. Et pourtant tout est simple. Ceci n'est pas une négociation. Ceci est l'Empire. Et pourtant, dans le même empire, d'autres femmes tiennent debout autrement. Les Mongols de naissance conduisent les chariots, négocient, dirigent des détachements, parfois combattent. La steppe exige des mains fortes. Elle n'a que faire des pieds bandés des salons Song où la fragilité se portait comme un bijou. Mais cette liberté n'est pas pour toi. La tienne se mesure en gestes minuscules. Respirer sans bruit, retenir une larme, apprendre un mot de plus dans cette langue qui claque comme un fouet. Kulan, l'une des épouses secondaires, te tendra, un soir, un bol de lait tiède. Elle ne dira rien. Ce sera déjà beaucoup. Attends. Une autre vérité travaille en profondeur. Les conquêtes ne sont pas seulement un trajet sur une carte, mais une série d'ordonnances qui fixent ce qu'on peut faire des corps. Au début, Gengis punit l'adultère de mort, éviter les vendettas, imposer l'ordre. Plus tard, des amendes remplacent parfois la corde, signe d'un pragmatisme qui préfère l'indemnité à l'effusion de sang. Les veuves et célibataires jouissent d'une latitude inconnue en Chine du Sud. Elles gèrent, elles s'organisent. Pourtant, quand l'armée déferle sur une ville, la logique du butin emporte tout. Zhongdu tombe en 1215, Samarcande en 1220, Otrar, où le gouverneur Inalchuk a fait tuer des envoyés mongols, est mis à sac après un siège impitoyable. Certaines sources hostiles décrivent des fouilles des corps éventrés pour retrouver de l'or avalé par les marchands. D'autres se taisent. Il faut le dire franchement, sur l'échelle de la cruauté, tous les récits ne s'accordent pas. Mais tous s'accordent sur l'issue. La ville est vidée,
les femmes partent avec les vainqueurs. Plus près de toi, la mécanique intime continue. Tu apprends les rythmes. Avant l'aube, le remue-ménage des harnais, les chariots qui grincent quand l'ordo se met en route, la journée scandée par le martèlement des aiguilles d'os dans la feutre, la nuit où les histoires se murmurent au ras des coussins. Aïcha, une khwarazmienne aux yeux de faucon, te raconte à voix basse que jadis, Temujin et Jamouka ont partagé une couverture, frères d'armes avant d'être ennemis. Plus tard, Gengis fera exécuter Jamouka vers 1205. La morale? Ici, même l'amitié est une saison. Rien ne dure, sauf l'Empire et sa fin. Mais voici ce qui dérange le plus. Le pouvoir absolu sait se rendre doux à l'occasion. Un regard qui se radoucit quand il est question de Burt. Un ordre de clémence parfois, quand l'intérêt l'exige, des amendes plutôt qu'un massacre si le tribut est payé. Faut-il confondre ce calcul avec une bonté? Non. C'est la logique d'un édifice qui veut tenir. Une princesse Tangout, une sœur d'empereur Jin, une fille d'un chef Warat, entrent dans le harem sous couvert d'alliance. La ville est épargnée, dit-on, sauf ceux qu'il a fallu punir pour l'exemple. Les noms se perdent, les chiffres aussi. L'Empire, lui, grandit. La route se prolonge vers l'ouest. Les bannières claquent, les fleuves changent de nom, les langues de musique. Karakorum n'est pas encore la capitale de pierre qu'on érige plus tard, mais déjà le cœur bat à plusieurs endroits à la fois. Parfois, le camp s'arrête près des monts Élan, dont les silhouettes bleutées veillent comme des dieux païens. C'est là qu'une femme mongole, pas captive, te tend ce bol de lait. Ses mains sont rêches, sa voix, quand elle t'apprend un mot, a la douceur d'un vêtement qui tombe. Ce soir-là, tu dors sans sursauter. Et puis, le temps tranche. En 1227, lors d'une campagne contre Xixia, Gengis tombe malade. Chute de cheval, fièvre, d'autres disent une blessure mal soignée. Il meurt, dit-on, près de l'actuel Yinchuan. Le secret entoure le corps, on le ramène en Mongolie en silence. Une tradition tardive, popularisée par des récits comme celui de Marco Polo, veut que l'on ait massacré jusqu'à 2000 personnes lors des funérailles pour garder le lieu de sépulture. Mythe? Terreur utile? Les sources divergent. Ce qui est sûr, c'est que la tombe n'a jamais été formellement identifiée. Le silence, encore, comme une signature. Après lui, l'architecture ne s'effondre pas. Elle se réorganise. Ögedei, son troisième fils, règne de 1229 à 1241. Les campagnes continuent, de nouvelles villes tombent, les marchés d'esclaves grossissent. À propos d'Ögedei, une chronique persane rapporte qu'en 1237, chez des Waras révoltés, des milliers de jeunes filles auraient été violentées avant d'être réduites en esclavage. Chiffre terrible, invérifiable, presque inimaginable. Les historiens se déchirent sur la fiabilité du détail, mais personne ne conteste le message politique. Frapper pour dissuader. Le harem, lui, ne se dissout pas à la mort du Khan. Il se redistribue, glisse sous l'autorité d'un fils, d'un frère, d'un prince. Certaines femmes remontent dans l'échelle, un fils né du bon côté est un sésame. D'autres disparaissent, emportés vers des camps éloignés, vers des marchés, vers l'oubli. Question qui dérange, combien d'enfants au total? Les listes officielles enregistrent les 4 fils de Burt, Joshi, Chagatai, Ögedei, Tolui, et des filles dont les noms percent parfois la brume. Pour le reste, les naissances hors du cercle des épouses principales se comptent mal. Les mères n'étaient pas notées. Leur histoire s'arrêtait au seuil où l'histoire des hommes commençait. Les généalogies de clans donnent parfois un indice. Un petit-fils nommé tel d'un prince tel, mais la masse demeure anonyme. Ce flou n'est pas un accident, c'est un héritage. Quand on dit « Gengis a enfanté un empire », c'est vrai au sens politique. Cela l'est aussi, plus crûment au sens biologique. Et pourtant, l'histoire retient surtout les noms des fils. Les mères sont des ombres. Tu restes dans l'ordo après la mort du Khan. Les saisons coulent comme de l'eau sombre. Les mêmes gestes, les mêmes trajets, les mêmes peurs, mais plus sourdes, plus disciplinées. Tu apprends à lire les visages comme d'autres lisent des cartes. Ici, un capitaine qui aime la musique. Là, un garde plus sensible à un mot qu'à une larme. Plus loin, une intendante, née libre, qui t'apprend à compter les sacs, à sentir si le grain a chauffé. C'est une science de la seconde chance, où la liberté n'est pas un horizon, mais un interstice.
Ce n'est pas tout. Sous les grandes dates que l'on mémorise, les juristes de l'Empire écrivent des règles. Chez les Mongols, les femmes peuvent parfois déposer plainte, posséder, gérer. Les veuves conservent les enfants. L'héritage n'est pas systématiquement confisqué par les collatéraux. Est-ce l'égalité? Non. Est-ce une brèche? Oui. Cette nuance n'excuse rien. Elle oblige simplement à regarder l'édifice entier, pas seulement ses murs les plus noirs. Dans une narration honnête, il faut tenir ensemble la cavalerie qui broie et la charrette que conduit une femme, la princesse offerte pour sauver sa ville et la marchande qui traite d'égal à égal sur un comptoir de feutre. Les sources elles-mêmes y invitent. La Histoire secrète des Mongols, document du XIIIe siècle, presque contemporain, célèbre les victoires, peu disertes sur les captives. Juvaini et Rachid al-Din, plus prolixes sur la face sombre, écrivent pour des cours persanes qui ont subi le choc mongol. Chacun a son angle, son agenda. Entre eux, l'ombre portée devient plus nette. Un soir, le vent change. L'odeur de fumée est moins lourde, le ciel plus vaste. Tu regardes tes poignets, les marques de la corde ont pâli, mais ta peau les niera-t-elle jamais? Tu penses à la première nuit, à cette ombre dans la porte, au froid qui entrait avec elle. Tu penses à Aïcha, à Koulan, à celles qui ont disparu sans bruit. Tu penses à la ville d'où tu venais, son nom te brûle la langue comme un secret. Aux pierres tièdes au soleil, aux cris des chèvres dans les ruelles, à la voix qui t'appelait par ton prénom. Ici, on ne l'emploie plus. Les Mongols n'ont pas besoin de ton nom. L'Empire se nourrit d'anonymes. Mais toi, tu sais que tu as existé. La mémoire tient parfois tout entière dans un prénom que l'on n'ose pas prononcer. Reste une question, la dernière, peut-être la seule qui compte. Que fait-on de ce silence-là? L'histoire aime les tambours, pas les chuchotements. Elle dresse des statues aux conquérants, elle leur donne des dates, des batailles, des cartes. Elle laisse aux femmes le soin de porter le poids et de se taire. Pourtant, des traces demeurent, une généalogie qui bifurque, une coutume qui s'adoucit, un mot emprunté, un repas partagé, un geste de bonté au milieu de la nuit. Elles ne font pas un récit triomphant, elles font autre chose, une topographie des cicatrices. C'est moins spectaculaire, c'est peut-être plus vrai. Tu sors de la yourte pour respirer un air qui ne sent pas la sueur et la graisse. La steppe s'étend, plate, infinie, sous un ciel où les étoiles brillent comme des clous de glace. Quelque part, très loin, une rivière roule. On raconte que Gengis, le souverain universel, repose sans marque dans une vallée interdite, que des chevaux ont piétiné son tombeau jusqu'à l'effacer. L'histoire de sa sépulture ressemble à l'histoire de tant de femmes de son temps, une absence organisée. Mais le vent, lui, n'oublie pas. Il emporte avec lui des noms sans écriture, des vies sans chronique, des voix sans audience. Il les mêle à l'herbe, à la poussière, aux rires rudes des hommes qui boivent, aux pleurs étouffés dans la laine. Il t'enveloppe, il te traverse, il te rend au monde. Tu as survécu. À quel prix? Personne ne l'écrira. Alors, ce soir, tu graveras, dans ta tête, les événements, les visages, les gestes, comme on plante des balises dans un désert. Si quelqu'un, un jour, te demande ce que fut la vérité de l'Empire mongol, tu diras ceci. Il a uni des peuples, tracé des routes, changé le cours des rivières, et sur son lit de pierre, il a posé des corps de femmes. Et tu laisseras la phrase en suspens, parce qu'il faut que l'autre, en face, entende, dans le battement de son propre cœur, la fin qui manque. Mais avant de te taire, une dernière relance pour qui écoute encore? Et si notre regard, aujourd'hui, savait enfin tenir ensemble la grandeur militaire et la somme des vies brisées? Et si l'on apprenait à lire les blancs des chroniques autant que leurs lignes? L'Empire serait alors plus grand encore, non par sa surface, mais par notre lucidité. À la fin, ce n'est pas Gengis qui gagne, c'est la mémoire de celle qu'on n'a pas nommée. Et cette mémoire, elle commence ici, dans une yourte qui sent la cendre, sous un ciel aveugle, avec une jeune femme qui respire. Longtemps.